Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir la romancière Sophie Astrabi qui signe, après 5 romans à succès, le livre Le secret de Jeanne aux éditions Flammarion, dont voici la 4e de couve. 3 femmes, 3 époques et un mystérieux héritage, celui d'un secret jamais révélé. Tout commence quand Alexandra apprend le décès de son père, qu'elle croyait mort depuis 17 ans. La jeune femme n'ose pas interroger sa mère, certaine qu'elle gardera le silence. Au même moment, elle doit vider la maison de sa grand-mère tant aimée. C'est dans le sac à main de cette dernière qu'elle découvre un plan mystérieux qui lui révèle, près de la chambre, l'existence d'une porte cachée. Et derrière, sans doute, autant de secrets à percer. En entremêlant avec une écriture aussi romanesque qu'inspirée, 3 destinées féminines à 3 époques différentes, Sophie Astrabi construit un roman vertigineux sur ce que l'on transmet malgré soi, et ce faisant, elle embrasse tout un pan de l'histoire des femmes. Figurez-vous que l'histoire de Sophie, l'aventure même en tant que romancière, elle la doit, en partie évidemment seulement à un échec, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comment tu te sens à l'approche de la sortie de ce 6e roman? Comment est-ce qu'on se sent émotionnellement? On se sent, il y a un petit côté où vraiment j'en ai marre de ces jours. Je pense que on fait souvent la comparaison avec une grossesse et ça m'énerve, mais en même temps, c'est assez vrai. Les derniers jours, on sait qu'il y a une date qui approche et en fait, c'est toujours un peu long parce qu'en fait, il y a un entre-deux entre l'excitation que ça arrive et puis il se passe rien de spécial et alors que nous, on est prêtes. Moi, je suis prête à ce qu'il sorte ce livre et donc je l'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu, je sais pas, patiner un peu dans de la boue. C'est pas une très belle image, mais juste, voilà, c'est un peu cet état d'esprit, allez Je que ça comprends. arrive maintenant. Et Donc puis, voilà. j'imagine que tu l'as tellement relu, travaillé, il y a eu toute l'étape du choix de la couverture, et cetera. Au bout d'un moment, on a envie de passer, au suivant. Comment est-ce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu la mécanique de la créativité qui attend d'être remise en route. Ça, je le ressens un peu de me dire, alors c'est fou parce que chaque fois je me dis: «Je n'en écrirai jamais plus d'autres, c'est trop dur». Là, j'ai ma soirée de lancement le le 13 mai à Toulouse et le 14 à Paris. Mais du coup, le 13 mai, j'ai dit à mes filles, «Je vous prends», alors qu'elles sont assez petites pour faire une soirée tard, le lendemain à l'école et tout. Mais je leur ai dit: «Si ça se trouve, je réécrirai jamais plus de romans». Toujours l'impression que ça sera le dernier. Et donc je voulais qu'elle le fête avec moi, mais il y a une part de son cerveau qui en fait, n'est pas nourrie, je pense et donc j'ai juste envie d'avoir de nouvelles idées parce que moi, c'est ce que je préfère, c'est quand il y a des idées, que je vois des trucs, des connexions, donc je me dis: «Ah, je pourrais faire ça», que j'y réfléchis. Donc c'est ma partie préférée, donc là, je pense Ah ouais, je elle est en manque comprends. de Tu le nourriture. fais d'ailleurs, c'est un très chouette format que tu es en train de lancer sur Instagram pour expliquer ce qui se passe derrière, une idée qui au départ ressemble à un fil barbelé, tu l'expliques très bien dans ton réel, donc je vous invite à aller sur ton compte Instagram Sophie Astrabi. Hem, Comment est-ce que ça se développe chez toi la créativité? Est-ce que c'est en faisant quelque chose d'autre, en lâchant prise? Je pense que c'est un muscle, je suis convaincue un peu, que c'est un muscle, à solliciter. Hem, Par exemple, moi j'appelle ça un peu ma boîte à trésors de la créativité. C'est que dès que j'ai une idée, dès que je lis quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'inspire, où je sens que ça fait une petite flamme, en moi, je fais une capture d'écran, j'imprime, je découpe, et je mets dans un endroit où je sais que les jours où j'aurai un peu plus de mal à être, motivée ou que j'ai peut-être pas le moral, si je pioche dans ça, ça va rallumer quelque chose parce que je sais que ça a déjà allumé quelque chose en moi. Donc j'encourage souvent les gens, parce que parfois je fais des ateliers d'écriture, à avoir cette petite boîte, à trésors de la créativité. C'est par exemple des podcasts où on sait il y a des épisodes où on ent où qui vont nous motiver, c'est des émissions, c'est des magazines, tout ça. Et donc je sais un peu maintenant, je commence à me connaître. C'est ça qui est bien aussi au bout du 6 romans, de savoir, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, comment, se relancer et donc voilà et donc moi de lire des gens enfin de voir des gens créatifs, Ouais. mais ça peut être aussi sur Instagram, tu vois? Des formats vidéo qui sont, originaux, enfin plein de choses comme ça, des textes, des pensées, de tout ça. Ouais, aller à l'extérieur aussi, aller piocher dans d'autres activités, c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, parce que presque on s'autoflagelle quand on n'a pas d'idée, donc on se dit: «Il faut absolument que je reste dans mon domaine». Écouter des podcasts, regarder des vidéos, voir de la couleur, du mouvement,
Ça, tout peut servir. Et c'est surtout qu'en plus, je suis pas du tout une personne ordonnée, et pas très organisée et donc c'est un vrai bazar parce que là, je fais vendre du rêve un peu avec ma boîte à trésors, mais dans les faits, Ouais. c'est beaucoup plus chaotique que ça. Mais c'est vrai que voilà, genre, dès que je vois un truc qui me plaît, je l'enregistre, dès que j'ai une idée, je la note. L'idée, c'est voilà, déjà de se rendre compte de ce qui marche pour nous et ensuite de les avoir quelque part à portée de main de manière plus ou moins ordonnée. Toi et moi, on va parler de la période qui précède l'écriture, qui t'a forgé d'une manière étonnante. T'as pas tout de suite compris comment, et aujourd'hui, tu déverrouilles un peu, justement, ces différentes boîtes de Ouais. ton histoire. Je pense que, tu sais, quand on écrit, il y a toujours un moi, ce que je fais, c'est que parfois je mets des choses, je plante des graines, je sais pas si ça va servir plus loin dans mon roman, mais je sais qu'elles existent et parfois je me dis: «OK, là, j'ai fait que ce personnage-là apparaît, qu'elle croise un cordonnier, là, j'ai fait que mon personnage principal, heu, je sais pas, est allé à tel endroit». Je n'ai aucune idée de si ça va me servir plus tard, mais j'ai ouvert une petite porte en me disant: OK, là, j'ai planté une petite graine et plus tard, ce sera peut-être un arbre. Alors, il m'arrive de repartir quand je suis à la page, 300, de retourner à la page Ah 50 et ouais? d'annuler la graine que j'avais plantée parce que je me dis: «En fait, ça n'a servi à rien». Mais, je sais que du coup aussi, quand je suis page 300 et que je me dis: «OK, comment on va dénouer tout ça?» Je refais un petit retour de toutes les graines que j'ai plantées en me disant: «Est-ce que ça peut me servir?» Et en fait, je trouve que dans ma vie aussi, parce qu'une vie, c'est une sorte d'histoire, et c'est sa propre histoire et donc je fais ça aussi. Donc c'est-à-dire que il m'est arrivé de me dire, «J'ai fait telle chose dans la vie, à quoi ça m'a servi aujourd'hui dans la vie que j'ai?» Et donc en réfléchissant à mes échecs et à toutes les choses que j'ai fait, forcément on se dit: «Bon, bah, à quoi cet échec m'a servi?» Et il y a eu pendant très longtemps un échec, même Mmh. si le mot était un peu dur quand même, je trouve pour cette période-là, où je me suis dit: «À Mmh. quoi ça a pu bien me servir? Comment je quel est l'arbre aujourd'hui qui est né de cette graine-là que j'ai vécue?» Et Mmh. donc c'est le sport-études que j'ai fait parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans, je suis partie en internat pour, devenir, basketteuse. Enfin, j'étais déjà basketteuse, mais pour, voilà, un Tu viens d'une sport-études, famille de sportifs? divisé. Comment est-ce que tu es tombée dans le basket? Plutôt sportif, mais pas non plus, voilà, j'ai Mmh. pas des parents profs de sport, ni rien, mais ça a toujours été quelque chose que mes parents ont fait, de faire du sport et j'aime faire du sport et quand j'essaie un sport, globalement, j'y arrive assez bien. Mais j'ai mis du temps, enfin j'ai mis du temps. J'ai l'impression que ça a duré toute une vie quand je repense à mes souvenirs de mes parents qui me disaient: «Il faut que tu choisisses maintenant ton sport», alors que quand j'y réfléchis, j'ai quand même trouvé le basket en C'est CE2, ce qui dingue. n'est pas très tard dans une vie. Ouais et donc j'ai commencé le basket à ce moment-là et je pense que je suis une personne un peu, pas intense, mais je vais à Passionnée? fond quand je veux faire un truc. Par exemple, le basket, bah, voilà. Donc le basket, je voulais être, pro de basket. C'était évidemment mon rêve avec les posters dans la chambre, se lever à 4 heures du mat pour regarder une finale, d'NBA, tout ça, avec bien sûr Tony Parker, comme idéal puisque ça tombait pile, enfin en gros j'ai commencé le sport-études, lui il arrivait à NBA donc OK. c'était le modèle, tu vois? Donc voilà et donc j'ai fait ce sport-études-là, sauf que moi je me suis toujours questionnée parce que, j'étais, pas du tout la plus forte, de la sélection. J'étais même, je pense, la plus nulle, et je me suis souvent dit: «Mais pourquoi ils m'ont pris?» Tu vois? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce que la personne qui devait envoyer les convocations s'est trompée? Et puis c'est dur parce que tu passes, très certainement, de la meilleure, de l'une des meilleures dans ton club, tu te bats, voilà, tu as un haut niveau et tout d'un coup tu passes avec tes pairs qui sont tous tout aussi excellents, un peu comme l'idée de la prépa où on a 19 en cours de maths. Ouais, c'est vrai. Ça doit être, Mmh. dur dans le mental d'une jeune fille. Mais après, je me trouvais pas, exceptionnellement forte, tu vois? Donc, ça a pas été ça. Je me suis juste dit: «Waouh, va falloir Mmh. s'accrocher pour faire sa place» et voilà et donc oui, les filles étaient toutes plus fortes que moi, et c'était Mmh. très dur, en fait. Déjà de partir en Mmh. internat en 3e, je trouve ça dur, de quitter toutes ses copines, quitter sa ville et puis c'est intense, basket tous les jours. Le vendredi soir, j'allais, dans je rentrais dans le club dans lequel je jouais qui était à Waouh. Toulouse, donc qui n'était pas ma ville parce que moi Ouais. j'étais d'Albi, donc voilà et après, le samedi c'était, off et le dimanche on repartait sur les routes de France pour faire les matchs et donc vraiment c'était une parenthèse, où, j'avais rien d'autre Mmh. que ça. C'était basket, 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 basket et les entraînements étaient durs parce que le coach était Mmh. était dur.
exigeant, et donc vraiment c'était de la souffrance, tu vois? Je me souviens d'aller aux entraînements en me disant: «Oh là là, ça va Ouais. être dur, on va faire des pompes, on va souffrir et puis moi je suis pas la plus forte alors, je vais devoir faire plus que les autres», et en fait, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait plus que les autres. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup plus, je trichais pas. Alors, bien sûr, les autres ne trichaient pas forcément, mais c'est vrai que quand on a des facilités, peut-être qu'on va pas jusqu'au bout de la ligne, peut-être qu'on fait pas les 100 paniers qu'on doit marquer, on en fait 90, peut-être que plein de choses comme ça. Moi, je savais que j'étais en Mmh. retard. Donc comme j'étais en retard, je faisais ce qu'il fallait faire, voire plus, parce que je me disais: «Je peux pas être à la traîne en étant arrivée déjà à la traîne», et en fait, voilà, à la fin de l'année, j'ai pas continué pour plusieurs raisons. Déjà parce que je enfin, c'est un peu loin, mais pour moi, j'avais pas de club qui me proposait quoi que ce Mmh. soit. Peut-être que si, mais alors bref, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que, je n'avais pas envie de continuer parce que j'avais trouvé que c'était trop que du Mmh. basket, et donc je suis rentrée chez moi. Alors il y avait une forme d'échec en se disant: «OK, elle est partie, elle est revenue». Bon, ben, on sait ce que ça veut dire aussi. Puis il y Hem, a un imaginaire autour du basket qui devient très concret. Ça passe de ta passion à un travail. À ouais. l'âge de 14-15 ans, c'est dur d'avoir cette maturité-là et ce recul-là Mmh. nécessaire. Mais je me voyais pas, je me souviens d'une prof de français qui nous avait fait faire un devoir exprès pour nous piéger un petit peu, en nous demandant, si on était, parce qu'on était inclus dans une classe d'élèves qui n'étaient pas dans la section sport-études, et c'était, je sais plus ce que c'était le thème, mais c'était, la vie de sportif de haut niveau, je crois, un truc comme ça. Et je sais plus comment elle avait fait ça, mais elle avait tourné de manière à ce qu'il fallait pas qu'on se considère comme un sportif de haut niveau, et toutes les personnes qui avaient utilisé la première personne ou quoi que ce soit, elle avait mis une note horrible, et moi j'avais pas du tout, considéré ça comme ça. Mais je trouvais que c'était pas très sympa de sa part. C'était exprès parce que nous, c'était notre vie et on donnait tout pour ça, et elle avait un peu joué sur, «Je vais vous faire redescendre de votre idée, de votre grosse tête», parce que pour elle, elle avait la grosse tête alors que nous, on avait 15 ans, c'était juste qu'on avait notre Bien rêve, quoi. sûr. Et je me souviens d'avoir pas, écrit d'être pas rentrée dans son piège et d'avoir eu une bonne note alors que tous les autres avaient eu une mauvaise note Ouais, et à c'est cause de assez ça, donc c'était pas très symptomatique en sympa. fait, des réflexions que tu avais peut-être, pas encore conscientisées. Ouais. Mais ouais, je sais pas, mais en tout cas, en fait, je me disais: «Ça peut cette vie-là de uniquement du basket, ça me va pas non plus», et donc j'étais rentrée chez moi, et donc pendant très longtemps, je me suis dit: «Ça ne m'a apporté rien de positif». Dans le sens où si j'étais rentrée chez moi et il y avait pas vraiment un club, j'avais dû attendre quelques années, j'avais 15 ans, je jouais avec des seniors pour essayer d'avoir un de Ouais, m'amuser en basket parce que le de te niveau, tirer vers comme le haut. j'avais quand même fait beaucoup de basket, j'étais que voilà, et au final, j'ai joué avec des femmes, qui ne on n'a pas le même jeu quand on a 30 ans ou quand on avait 15 ans, et donc il y avait beaucoup c'était assez décevant sur le basket, et à côté de ça, voilà, je me disais, le temps passait, en fait, je me suis éloignée de mes amis, en termes de aussi de niveau scolaire, j'avais un peu chuté parce que forcément, Et oui. basket, voilà, et en fait, un jour, il m'a fallu attendre d'être, écrivaine, d'écrire, mon premier roman, et surtout d'écrire mon deuxième qui, j'ai trouvé Mmh mh. hyper dur à écrire. Parce que le premier, je l'avais écrit en voulant le terminer, et le deuxième, je l'écrivais en me disant: «Il faut que mon éditrice le soit OK pour Avec le toute la publier». naïveté de je m'auto-produis pour le premier, je balance quelque chose dans l'univers et puis le deuxième on t'attend quoi. Ouais, et je me disais: «En fait, j'ai pas fait exprès de réussir le premier». Enfin, ça a commencé à faire ça dans ma tête. Parce que j'en ai écrit un autre, enfin un faux départ sur le deuxième, puisque le deuxième j'en ai écrit un qui était pas bon. J'ai un deuxième faux départ, donc j'en ai encore écrit un, ça a été pas bon, et en fait, je me suis Mmh, accrochée pour écrire un mmh, troisième, 2 roman, et en fait, je pense que ce que j'ai appris en sport-études, c'est ça, c'est que, au départ, j'étais la mmh. plus nulle. Et à la fin, j'ai réussi à être dans le 5 majeur. Le 5 majeur, c'est les 5 filles qui rentrent sur le terrain au début Waouh! du match, donc c'est un peu l'équipe titulaire. Mais après, le basket, c'est pas comme le foot dans le sens où tu peux tourner assez rapidement, mais quand même, on envoie le 5 de départ fort, Ouais. on va dire, pour entamer un match, et donc j'étais partie de cette position de nulle de l'équipe à être dans les 5 qui démarrent le Mmh. match, et vraiment, je l'ai
arraché cette place-là à Mmh. travailler fort, tu vois? À m'entraîner fort, à écouter ce qu'on me disait, à m'améliorer et à pas Mmh. lâcher. C'est-à-dire que quand j'étais fatiguée, j'allais quand même m'entraîner. Je disais pas que j'avais une douleur quand j'en avais pas, des choses qui peuvent arriver parce que c'est fatigant. Et en fait, quand j'ai écrivé, je pense que Mmh. inconsciemment, je savais que en travaillant, on pouvait y arriver. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai mis du temps à comprendre que ce sport-études-là m'avait appris. Une année de labeur, m'a appris, plus tard, à 30 ans, que, le travail, permet souvent d'arriver à ses fins. Et c'est marrant donc c'est voilà, cette étape-là qui je pensais servait à rien, en fait, a beaucoup servi dans ma, persévérance, dans C'est l'écriture. hyper intéressant ce que tu dis et ça m'a popé tout à l'heure quand tu le racontais. Donc pour moi, enfin, c'est d'une évidence que tu dis folle. Et ça me plaît bien aussi, tu sais, de désacraliser un peu le succès de cette manière-là aussi, en parlant vraiment de la persévérance, parce qu'on voit toujours dans les articles de presse un peu l'éclat de la star qui, oh, j'avais pas envie d'être là, mais bon, j'étais quand même extrêmement douée, donc C'est tu vois. extrait. Et et c'est tellement plus solide, le succès de quelqu'un qui part, d'un niveau un peu moins bon, mais qui va tout faire, qui va étudier le terrain, qui va travailler d'autant plus dur. C'est beaucoup plus stable aussi comme, succès Mmh. et c'est vraiment hyper intéressant quand tu parles de ça pour la persévérance, mais c'est assez bluffant de se dire après 2 faux départs, parce que c'est pas que des faux départs, tu as écrit 2 romans en entier? Ouais. Alors sur le moment, je me disais pas Bah, du tout ça, hein. Je me évidemment, disais vraiment: «C'est des faux départs» et puis surtout, je m'étais dit le 3e essai, je me dis le 3e essai de mon c'est 2e bluffant. roman, oui, je m'étais dit: «Si celui-ci, je n'y arrive pas, je Mmh. laisse tomber». Parce que je me suis dit: «Bon, je veux bien qu'on travaille, je veux bien la persévérance, je veux bien tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi heu, tu vois, faire face à Mmh. ses limites», tu vois? C'est peut-être qu'en fait, oui, j'avais, sans faire exprès, réussi à écrire un roman qui avait été publié, mais je comme on peut parfois réussir, un panier, en Ouais. fermant les yeux, tu vois? Ça peut arriver et donc je me disais: La limite, ce sera ce dernier essai-là. Si ce roman-là n'est pas accepté par ma maison d'édition, s'il n'est pas publié, bon, bah, je passerai à autre chose». Ça aide parfois de se sentir vraiment face au mur, non? De Ou peut-être, ouais. Mais sur la créativité d'un roman, c'est dur de se dire ça parce que c'est tellement long, c'est tellement tu peux que tellement à plein de moments te rater dans le sens où il suffit d'une mauvaise décision dans un roman aussi parfois pour prendre une mauvaise direction. mmh. Hem, et tu peux très bien t'enfoncer. Il aurait fallu que par exemple, si je m'étais trompée dans l'écriture, si j'avais pris une mauvaise direction, si j'avais, été trop éparpillée ou je sais pas, de reprendre pour Mmh. retravailler ce dernier roman dont je me disais: «C'est le dernier essai». Je sais pas si j'aurais l'énergie. J'étais vraiment, et c'est ce que tu dis peut-être, hein, peut-être que oui, c'est l'énergie du désespoir, mais il y avait une part de ça, oui, il y avait l'énergie du désespoir, dos au mur et tout, mais je sais pas à quoi ça se joue que celui-ci était réussi. Après oui, j'avais appris de Ouais, mes 2 faux départs erreurs. C'est sûr, j'avais appris. et puis je me dis que même inconsciemment, ça doit donner une confiance en soi et une force intérieure de se dire: «En fait, je suis capable de bosser très dur et dans la durée aussi», non? Je sais pas. Franchement, j'étais pas dans un état, qui permettait de voir, les points positifs de ma personnalité et j'étais juste, franchement, j'étais un peu dépitée, j'étais là en plus, qu'est-ce que je vais faire si je fais pas ça? Parce qu'il y a tout le chemin d'avant qui est que, j'avais été virée, j'étais au chômage, j'ai fait un enfant, avec le recul, j'ai fait une dépression Mmh. postpartum, je pense. Enfin, je pense, c'est parce que j'ai toujours du mal à l'affirmer, mais c'est Mmh. sûr. J'étais vraiment au bout du rouleau. Moi, j'ai une formation, j'ai un bac+5 et je ne pouvais pas imaginer postuler à quoi que ce soit. Donc, les seules choses que je regardais, c'était veilleuse de nuit dans un Mmh. hôtel, disparaître le plus possible, ne pas être prise pour aucune compétence, mais juste parce que je suis disponible et je peux le faire. Donc j'étais vraiment dans un état d'esprit, assez Mmh. bas, et donc j'arrivais pas du tout à voir le positif dans quoi que Ouais, ce c'est soit. clair. Je me disais juste, en fait, c'est pour reprendre, l'idée du basket, c'est quand tu es fatigué et que le match n'est pas terminé, même si tu en peux plus, tu Tu finis ton lâches pas. match. Et donc là, cet été, j'en Mmh. peux plus, mais j'ai dit que je faisais cette dernière tentative
Donc je la fais jusqu'au bout et après oui, j'arrêterai. Mais je vais au bout parce Tu te la que devais à toi-même. c'est ce que j'ai appris dans le basket. C'est qu'on va au bout et qu'on s'arrête, on n'abandonne pas, quoi. Comment ça se passe, question très concrète, mais avec une éditrice de romans? Moi, j'ai sorti un livre, mais c'est un livre de développement personnel et j'ai l'impression que c'est très différent parce que elle m'a accompagnée chapitre après chapitre et tu vois, les échéances étaient beaucoup plus euh, courtes et j'arrivais à chaque fois à voir la mini ligne d'arrivée, tu vois. Toi, tu rends ton roman à ton éditrice et elle te dit c'est bien, c'est pas bien? Ouais. Après, c'est très personnel et puis ça dépend des étapes de ma vie. C'est-à-dire qu'au tout départ, donc moi, j'ai mis mon premier roman Ouais. en auto-édition et une maison d'édition m'a proposé de me publier et donc le roman était terminé. On l'a retravaillé, légèrement sur des petits points, mais en gros, il était fini. Donc là, il est sorti comme ça et ensuite quand j'ai dû écrire mon second roman, mmh, voilà, Le troisième second? je ouais, voilà, puis même si du coup, c'est un deuxième si on part du principe qu'il Oui. y a des 6e, mais bon, peu importe. Quand j'ai écrit mon autre roman, je l'avais terminé parce que en fait, je suis pas attendue. C'est-à-dire que mon premier roman n'a pas été un énorme succès. Il a bien fonctionné pour un premier roman, mais pas non plus, fou. Donc en fait, la maison d'édition, en plus, c'est une grosse maison d'édition, donc que Mmh. j'apparaisse dans leur planning ou que j'apparaisse pas, ça leur Mmh. change pas leur, business plan, OK. leur chiffre d'affaires, quoi que ce soit. Donc ils s'en fichent un petit peu de moi. C'est normal. C'est pas du tout, ne dis pas ça de manière aigrie, c'est juste comme ça que ça se passe. En gros, si tu es pas attendu parce que tu ne rapportes rien, bon, bah, c'est à toi de faire coucou, OK, je je comprends. suis là. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc mon éditrice, on avait, une relation qui faisait qu'elle prenait de mes nouvelles, elle me demandait si j'avais un autre roman, mais elle était pas, Ouais, ouais, oppressante je ou quoi que ce comprends. soit. Et en plus, compte tenu de ma personnalité, j'ai un petit côté de vouloir y arriver seule, de me prouver des choses et d'être dans le challenge. Donc je voulais, écrire ce roman, enfin voilà, puis j'avais l'impression que c'était comme ça que ça se faisait. J'arrivais avec mon roman terminé. Mmh. Et en fait, j'ai écrit mon premier, mon deuxième et mon troisième comme ça et puis après les choses ont un peu évolué parce que, plein de choses, mais il y a aussi, les moments où ça marche un peu mieux et on te dit: «Bon, bah, on signe un contrat, on a une date, il faut l'avoir fini pour Mmh. telle date». Et là, si tu as besoin d'être accompagné parce que c'est ta manière de fonctionner, tu dis à ton éditrice que tu en es là, tu expliques ce que tu fais, tu peux rentrer dans le détail, tu peux demander de l'aide. Mais si tu as une autre personnalité qui est un peu comme la mienne, heu, tu avances toute seule au maximum. OK. En fait, Ah ouais, c'est ce c'est que je fais. sans Moi, j'avance au filet. maximum toute seule parce que je veux pas être influencée Ouais. par, ce qu'on peut me dire. Parce que je dis souvent qu'un roman, c'est une photographie à un instant T de sa personne. C'est-à-dire que si je commence mon prochain roman aujourd'hui ou si je le commence demain, ce sera pas du tout Mmh. le même roman. Parce qu'entre temps, j'aurais parlé à telle personne qui m'aura dit telle chose, parce que j'aurais vécu telle chose, parce que j'aurais aujourd'hui cet état d'esprit, demain un autre. Et donc, hem, ce qui se passait avec, mes romans, c'est que je sais plus ce que je dis. Si, ce qui se passait avec tes Je me romans, c'est suis que tu avais besoin de ne pas être influencée par l'extérieur parce que tu avais envie oui, c'est ça. d'avoir, ton truc à toi, tes expériences à toi, sans filtre. Ouais et puis au départ, dès qu'on me disait un truc, je l'écoutais Et et je oui, disais: «Oui, elle a forcément raison cette personne», alors que maintenant j'ai un peu plus de libre de arbitre. bouteilles. Heu, voilà, mais j'écoute Ouais. toujours beaucoup. Je sais que la personne il y a une assistante d'édition aussi qui travaille sur le texte et qui fait des suggestions de coups ou des choses comme ça. Elle m'a dit ça sur ce dernier roman-là, elle m'a dit: «C'est agréable de travailler avec toi parce que tu écoutes beaucoup». Donc j'écoute beaucoup, mais j'ai des avis tranchés sur lesquels maintenant je m'affirme un peu plus, je dis: «Bah non, ça je veux vraiment pas le Mmh. couper, Tu as un c'est sûr». fort instinct. Et voilà, mais c'est sûr que si on a au début de notre, chemin, notre carrière, quand les gens nous disent des choses, c'est beaucoup plus dur, de s'imposer, de pas être influencé et moi, je pense que, comme je te dis, chaque chose qu'on vit va nous influencer. S'il y a quelqu'un qui vient me mettre un peu le bazar dans mes convictions, j'ai peur que après je perde le fil un peu de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc mon idée, c'est d'aller le plus loin possible sans envoyer ce que j'ai écrit afin de parce que je sais où je vais Et oui. malgré tout, tu vois? Donc ouais, il y a des choses qu'on m'a dites, sur ce dernier roman, on me les a dites en cours de route, hem et j'étais convaincue que j'avais raison. Ouais. Enfin, j'étais là: «Je vais retomber sur mes pieds, c'est sûr», tu vois? Parce qu'on me disait: «C'est une histoire qui est Mmh. parallèle». On m'a dit: «Elle prend beaucoup de place Mmh dans mh. ton histoire». Mais j'étais sûre que j'allais retomber sur mes pieds. Donc j'ai fait: «Oui, oui, 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 d'accord, je vais voir». Ça n'a pas empêché que le fait qu'elle me dise ça, mon éditrice, «Attention à ce que cette histoire ne pas prendre pas trop de place dans la grande histoire», je l'ai gardé en tête en me disant: «OK, attention», mais en restant convaincue qu'elle était nécessaire dans Ouais, mon c'est histoire. intéressant.
Tu sais, il y a un deuxième truc qui me vient en tête, et on en parlait hors micro tout à l'heure. Tu t'es quand même donné les moyens d'aller voir ce que ton rêve pouvait devenir avec le basket. Et c'est un peu ce qui s'est passé Mmh. avec l'écriture aussi. Oui, alors l'écriture, il y a aussi le fait que, je pense que pendant très longtemps, j'ai pris des décisions en fonction des Mmh. autres. Tu vois, moi j'ai fait des études de commerce parce que ma copine, Ouais. que j'ai croisée dans la cour, au lycée m'a dit: «Pourquoi tu ferais pas, un IUT Tech Putain, j'ai fait la Deco?» même. parce qu'elle avait fait ça, et c'était ouais, et c'était super, enfin, elle m'a dit ça et moi j'étais là: «Bah, OK, super». Moi, mon rêve ultime, c'était de parler anglais, donc elle m'avait dit: «À la 3e année, tu peux partir à l'étranger», donc ça a suffi à me convaincre, et donc toujours des histoires de rêve, mais bon, voilà. Et après, bah, moi, j'aimais bien les études parce que je pense que je sais pas, je voyais l'intérêt. J'aime bien les études, j'étais pas une élève, incroyablement, Ouais, incroyable, j'étais t'es pas, curieuse et voilà, t'aimes apprendre, mais j'aime quoi. bien le concept. J'aime bien le concept d'aller quelque part, d'apprendre. Enfin, on est quand même très Mmh. libre, on a une vie sociale, Ouais. folle. Enfin bref, j'aime bien les études. Donc je voulais pas m'arrêter, et aussi parce que je savais pas ce que je voulais faire, et donc on m'avait parlé de l'école de commerce, sachant que je ne savais pas ce qu'était une école de commerce jusqu'en licence, enfin en 3e année. Et donc là, c'était une admission parallèle, donc il fallait préparer un concours, ce que j'ai fait aussi, mais pareil, j'ai fait ça, en ne sachant pas exactement, ce que tu vois? Moi, j'avais dans mon lycée des prépas. Je n'ai su ce qu'était une prépa que, en 1re année Ouais. d'école de commerce. On me disait: «C'est les intellos». Oh J'étais bah! là: «OK». Non, mais je comprenais rien, tu vois? J'étais là, mais j'étais vraiment loin de tout ça parce que mes parents n'ont pas fait d'études, donc forcément, c'est pas facile d'accompagner aussi bien que ça. Bon bref, on s'égare, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait ça sans savoir ce que je voulais faire. Mais au final, moi, j'ai fait aussi des stages de marketing en grande consommation parce que je me disais: «Bah, c'est large la grande consommation». Si je dis souvent ça, mais si je sais vendre un dentifrice, tu peux vendre beaucoup de choses parce que c'est moins facile que de vendre des produits plus précis. Donc j'avais fait de ça, tout ça, mais au final, je me suis retrouvée, et c'est marrant parce que pareil, en réfléchissant à mes échecs, j'ai souvent dit que j'avais pas eu de chance dans mes boulots. Dans le sens où, tu vois, j'ai fait un stage en Angleterre en césure, heu, qui pour moi, j'ai été prise à ce stage un peu, je pense que j'avais pas le niveau. Enfin, je veux dire, je suis arrivée là-bas et ma maître de stage était enceinte jusqu'au cou, ce qu'elle ne m'avait pas dit. Et en fait, en y réfléchissant, je pense qu'elle m'a prise parce qu'elle savait qu'elle était Évidemment. enceinte jusqu'au cou et que donc elle allait partir. Donc elle s'en fichait que ce soit moi, Ah, Sophie, qui était pas incroyable en entretien, parce que de toute façon, elle allait pas me OK. gérer, tu vois? Et donc je pense que, tu vois, d'une certaine manière, bah, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, elle m'a offert une opportunité que j'aurais jamais eue si elle avait pas été enceinte que ça. Alors que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été remplacée par un Mmh. gars qui cumulait les CDD Mmh. et qui, je pense, avait très envie d'être embauché et qui, du coup, ne voulait pas que je Et prenne oui. trop la lumière parce qu'il avait un intérêt à être embauché. Et donc moi, je faisais que tu vois, je me concentrais sur ce gars que je trouvais vraiment, pas honnête et pas bien, en me disant: «Purée, j'ai pas de chance d'avoir un maître de stage comme ça, qui me prenait mes idées, qui me mettait pas forcément en valeur, qui me mettait pas forcément en confiance». Alors qu'au final, je peux regarder le fait que j'ai quand même eu de la Tu en chance de tomber Angleterre. dans ce Ouais. contexte-là pour avoir ça. Et toute Mmh. ma vie, en entreprise, je trouve que je me suis beaucoup Mmh. focalisée sur mon manque de chance. Et qu'en fait, c'est juste que j'étais pas bonne, tu vois? Parce que, j'étais pas bonne pour l'entreprise, en fait. Ce sont pas mes Mmh. qualités qui c'est pas, tu sais, cette histoire de tu peux demander à un Mmh. poisson de Mmh. grimper à un arbre, il pourra pas le faire, mais c'est pas Mmh. logique, en fait. Moi, je suis pas faite pour l'entreprise. Et donc mais ça a été long parce que, tu vois, par exemple, pareil, un dernier stage de fin d'études, je suis dans une grande entreprise de boissons, de soft, et en fait sur la marque que je suis, dans laquelle je travaille, il y a un gars qui se fait virer. Donc la place est vacante pour me finir mon stage et arriver en CDI sur cette place, enfin cette position. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu le poste et c'est une fille sur une autre marque qui a eu le poste. Et pendant Mmh. longtemps, je me C'est suis dit: «Bah, j'ai pas de chance» humiliant. parce qu'en fait, on m'expliquait que nanana, plein de choses, nanana. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle était meilleure et que j'étais pas bonne, tu vois? C'est fou quand on échoue, à quel point on s'accroche à notre manque de C'est vrai. chance, alors que peut-être on n'est pas au bon C'est endroit, vrai. tu vois? Et j'étais pas au bon endroit, l'entreprise c'est pas mon truc, je sais pas me vendre, je sais pas, voilà, en plus j'étais assez timide à l'époque, même si ça va beaucoup mieux maintenant parce Oh, que je te comprends je fais ce que totalement, et j'aime. puis,
tu vois, tu parles d'IUT Tech Deco. J'ai évidemment aussi fait un IUT Tech Deco parce qu'on m'avait dit c'est bien l'IUT Tech Deco et comme je pensais ne pas être prise, je l'avais mis en premier choix et j'ai été prise et j'ai dû me renseigner sur ce que c'était. Donc vraiment, je me sens concernée par ce que tu dis. Et il y avait ce truc-là qui est en train un peu d'évoluer de le commerce amène à tout, ça mène à tout, ça mène à tout. Et donc on repousse toujours à plus tard l'idée de savoir ce qu'on veut faire dans la vie et peut-être de qui on est aussi, tu vois. Parce qu'on essaye totalement de correspondre à ce qui est bien et puis on voit nos copains, la grande distribution. J'imagine que dans ton IUT c'était pareil. Pour nous, c'était Dieu grande distribution, c'est là où il faut aller pour faire ses armes. Et donc, t'essaies de rentrer dans une boîte, tu te compares à tes copains, ça marche, et donc tu te sens forcément un peu plus nul. Un peu, pardon, je le ramène au basket, mais un peu comme au basket, où tout d'un coup, t'es entouré de gens qui sont à leur place, et toi, t'essayes de bosser aussi dur, et tu te dis, mais c'est bizarre, enfin, waouh, tout d'un coup, je suis avec des gens qui ont un niveau différent du mien. Et c'est vraiment dangereux ce concept des études très généralistes parce que ça repousse totalement l'idée de savoir qui on est. Mais je pense que c'est en fait c'est du fait de cette société qui a peur de l'échec parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu te spécialises trop, tu as moins de chances de réussir parce que tu es dans un petit tunnel. C'est-à-dire que si jamais tu veux faire exactement ce métier, si tu rates, t'as plus d'autres options. Et en fait, le fait de faire des choses très généralistes, ça permet d'ouvrir plein de portes et de se dire je pourrais toujours me raccrocher à une branche. Alors que dans les faits, je pense qu'il vaut mieux spécialiser dans un truc dans lequel on est bon et qu'on aime faire, auquel on croit, plutôt que de tenter d'être bon dans quelque chose très très vaste qui ne correspond pas. Et moi, c'est ce qui s'est passé à fond et ça a continué jusqu'au bout. C'est-à-dire que, tu vois, là, je pars de mon stage de césure, pas chaotique, mais pas terrible. Mon stage de fin d'études, pareil, j'ai pas le poste alors que j'étais la candidate parfaite. J'avais travaillé 6 mois sur la marque, il suffisait de me faire continuer. J'ai pas été embauchée. Et ensuite, j'ai été dans j'ai fait je travaillais au Nouvel Observateur. Là, je sais que j'ai été embauchée, j'ai pris ça parce que pareil, peur d'échec, peur de me retrouver au chômage après mes études alors que le poste n'était pas du tout fait pour moi. C'est là que j'ai démissionné pour écrire un livre en me disant: «Tu peux pas être déçue de la vie à ce point, il faut que tu fasses quelque chose qui t'anime et tout». Mais après tu écris un livre, OK, tu fais quoi maintenant? Tu as écrit un livre, super. J'ai postulé dans une boîte et là, après, je sais pas 1 an, je sais pas 2 ans, j'en sais rien, je me fais virer de cette boîte-là. Et là, c'est peut-être, tu vois, avec le recul, alors sur le moment, absolument pas de déclic, quoi que ce soit. Sur le moment, juste, je suis vraiment on se sent nulle, mortifié, je suis la pire de ma promo. Tu sais, j'avais 28 ans, se faire virer à 28 ans, je trouve ça choquant. Je me disais: «En fait, ils ont même pas d'espoir, quoi», tu vois? Ils ont même pas il y a aucune chance pour moi et donc j'étais vraiment, déprimée et je voyais pas que, en fait, j'étais pas au bon endroit. Je le voyais pas du tout. C'est fou de se dire à quel point t'as pu te dire ça et être dur avec toi-même, et je comprends, c'est ultra légitime, et surtout quand on voit comment la société est construite encore aujourd'hui, quoi. C'est une sacrée chance que t'aies pas été si bonne que ça en entreprise parce que tu serais vraiment passée à côté de ce qui t'anime réellement. Ouais, mais c'était long, c'était très, très long, la période, je me fais virer, Ah ouais. et je sais ce que je veux faire et après l'écriture, c'est dur d'en vivre donc OK, il y avait ce roman qui me rapportait un peu d'argent, puis ceux d'après aussi, mais ce n'était pas, tu vois, je faisais des piges, je faisais des petites missions, en plus, je me faisais super mal payer parce que je ne savais pas Te me vendre, donner un ouais. bon tarif. Et donc c'était quand même chaotique, tu vois, comme période de ma vie et je saurais pas dire quand est-ce que ça s'est éclairé. Ce qui est sûr, c'est que le deuxième roman, celui que j'ai eu tant de mal à écrire, c'est celui qui a actuellement, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Donc c'est un peu marrant de se dire, ta dernière chance a été, ton plus grand C'est succès. dingue, c'est dingue. Franchement, c'est super beau comme moment de vie. Épilogue, c'est très joliment dit. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Ce que tu racontes, c'est en plus c'est très sincère et très vrai, et ça fait toujours du bien. On se sent tellement plus connecté quand on raconte et qu'on dit quelque chose de vrai et de sincère. Tu vois, il y a quelque chose. Je terminerai sur ce point-là que je trouve très intéressant, les périodes de transition où on se sent plus à sa place là où on est, mais on sait pas encore trop là où on va. Et on a l'impression, quand on lit les biographies, etc., que ça a été, hop, un instant qui a tout switché, mais parfois c'est long, ça prend des années. Et c'est ingrat comme période de vie, c'est ultra nécessaire et c'est super positif, mais qu'est-ce que c'est ingrat sur le coup, quoi.
Et comme tu sais, quand les acteurs, les actrices, ils font de la promo, en fait, ils ont disparu pendant hyper longtemps, tu t'en es pas aperçu et tu les vois pendant la promo et en fait, tu t'es pas rendu compte qu'ils avaient disparu parce que tu as été occupé par plein d'autres choses, d'autres promos et tout, mais en fait, dans les faits, eux, ils ont bossé jusqu'à cette promo et c'est toute cette partie invisible, en fait, la partie invisible, par définition, on la voit pas et donc chaque personne qui un jour arrive avec un succès ou quoi que ce soit, on s'est pas focalisé sur leur vie quand ils étaient invisibles. Bien sûr. Et donc, en fait, il y a beaucoup Et de ça. puis, est-ce qu'on écrit sur Wikipédia entre chaque livre écrit, elle a raté deux romans? Bah non. Grosse loose, fond du seau. Déménagement, logement insalubre. Toutes ces conneries-là, on les garde pour le podcast de Pauline. Merci Sophie. Est-ce que tu peux terminer par parler de ton nouveau roman qu'on a envie de le lire? Je pense que là, c'est la période parfaite. Ouais. Alors, ce roman s'appelle Le secret de Jane et c'est aussi, tu sais, ce qu'on disait sur le fait de travailler et de vouloir, enfin, tu vois, d'avoir ça comme, un peu comme manière de voir les choses. C'est-à-dire que chaque roman, je me lance aussi des nouveaux défis et je me dis que ça va faire mieux que le précédent sur un certain point. Bref. Cette introduction pour dire que Le secret de Jane, j'avais très envie d'un roman avec un scénario plus élaboré et avec des twists et des cliffhangers, comme on dit, des choses qui soient un peu plus dans cet état d'esprit parce que j'ai écrit des romans du quotidien et là, je voulais quelque chose d'un peu plus ambitieux sur ce point-là. Et donc ensuite, on a 3 personnages sur 3 époques différentes et on sait pas forcément quel est leur lien et le roman débute sur un des personnages qui apprend que son père est décédé alors à l'instant, enfin, quelques jours plus tôt, alors qu'il était censé être mort 17 ans auparavant. Et donc on va avoir ce personnage qui va un peu mener l'enquête et on va comprendre aussi que ce qui lui arrive aujourd'hui est lié par des actions d'autres personnes dans l'histoire. Donc voilà, donc c'est ce qui m'intéressait et c'est venu en lisant Une chronique une judiciaire, affaire, c'est ça? Ouais. une chronique judiciaire de Elise Costa où c'était donc je dévoile pas la chronique l'affaire en question parce que sinon ça peut spoiler un peu, sachant que je m'en suis énormément écartée évidemment parce que le point qui me plaisait c'était cette idée que une petite action dans la vie d'une personne dans le passé a des grandes répercussions dans la vie d'une autre personne dans le J'adore l'effet papillon. Ouais, cet effet papillon qui me travaille beaucoup dans ma vie. Et donc qui est dans cette histoire-là. Et donc voilà, ces 3 femmes, j'aime beaucoup les histoires de femmes, même si c'est pas dès qu'on le dit, c'est bizarre, mais voilà, je trouve que bah, c'est pas un gros mot, hein. J'ai pas été bonne en entreprise, donc je vais pas être très bonne dans la Ah non, tu me donnes de roman. ouf envie de le lire, donc détrompe-toi. Non, je pense que t'es très dur avec toi-même, mais c'est ce qui fait que tu bosses 2 fois plus aussi. Je pense que c'est un défaut qui se transforme en qualité. Voilà, on va dire ça. Non, ça me donne vraiment, vraiment envie et je pense que je vais le commander pour mon voyage. J'ai un voyage à venir. Ça va être parfait. J'ai une dernière question, mais je pense que je connais la réponse, mais ça m'a amusée. Tu détestes qu'on dise de tes romans qui sont feel good. Ça m'a fait trop marrer je t'imagine avec le doigt en l'air. Arrêtez tu vois? Pourquoi? Non, en fait, je déteste, on dirait, tu sais, comme quand dans les Mais unes de oui, Voici, elle exactement, déteste quand on dit, alors que c'est pas si appuyé, c'est juste qu'en fait, il se passe, tu vois, quand je te disais roman de femme, il s'avère que on va faire une grosse digression, mais dans mes remerciements, j'ai décidé maintenant de prendre la parole sur un point parce que je trouve que finalement, j'ai mes livres qui sont lus par plein de gens et j'ai donc un espace d'expression dans les remerciements et ce serait bête de pas l'utiliser. Et donc je me suis voilà. Et là les derniers, c'est que tu vois, j'étais à un anniversaire il y a quelques mois et je parle avec un garçon et cet homme me pose des questions sur mon métier, je dis que je suis écrivaine et donc il me dit: «Bah, pitch tes romans», qu'on me demande J'aime temps. pas Donc je pitch bon bref, je pitch un roman et donc j'ai l'histoire d'une femme, nanana, nanana, et il me fait: «OK, bah, pitch-moi un autre roman». Bah, c'est l'histoire de 3 femmes et là ça ne rate pas, comme toujours. Il me dit: «Ah, en fait, c'est toujours des histoires de femmes». Chose que je considère que nous, les femmes, nous ne ferions pas Jamais. auprès d'un homme qui écrirait des histoires d'hommes, tu vois? Donc ça m'énerve un petit peu parce qu'en fait, ça veut dire quoi, c'est des histoires de femmes? Nous, ça nous arrête pas de lire des romans parce que c'est l'homme qui a un homme qui a le protagoniste et des hommes, j'ai l'impression que certains, not all, seraient, noteraient que ce serait des histoires de femmes et en fait, c'est un peu la même histoire avec Feel Good. C'est-à-dire que des gens ont décidé
que ce serait négatif comme terme. En fait, le problème, c'est que si on dit feel good, c'est génial, c'est bien écrit, c'est une histoire prenante, nanana, bah, ok, après, feel good. Mais le problème, c'est qu'il y a un côté de dire, un peu cheap, voilà. Roman de gare, léger. Ouais, et pareil, roman de gare, c'est pareil. C'est-à-dire que t'écoutes San Antonio qui est considéré comme roman de gare. Ah, mais moi, je rêve d'être roman de gare, hein. La réalité, c'est que... En fait, il y a une forme de condescendance que je trouve qu'on applique beaucoup aux femmes sur ce niveau-là. Et moi, il y a des romans, enfin des hommes qui écrivent des livres que j'aime beaucoup. Ils sont même dans la Blanche de Gallimard. Et je suis sûre qu'on leur met une image sur leur couverture et on dit c'est une femme qui l'a écrit et on le fait lire aux gens, ils vont dire c'est du feel good, tu vois. En fait, voilà, tu vois. Ah non, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Tu vois, les CV anonymes, si on les faisait dans les livres, ça me ferait bien rire de voir le résultat. Je suis sûre que ça changerait tout. Mais tu te rends compte que, et c'est triste d'en arriver là, mais c'était un choix conscient, le logo de la leçon, c'est bleu clin et il n'y a pas ma photo. Parce que s'il y avait ma photo avec un micro, on dirait c'est un podcast qui parle aux femmes. Or, j'ai envie de parler à tout le monde. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est quand même triste, non, Ouais, c'est triste. Mais c'est une réalité. J'aime bien... les combats à mener, j'aime bien. Je me dis, on est dans cette période-là, quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent et tout le monde commence à... Tu vois, moi, je me souviens quand j'écrivais, il y a la sortie de mon premier roman, mais autrice, c'était hors de question de le dire, tu vois. Et maintenant, ça choque plus personne. Mes enfants, elles disent ce mot sans bugger une seule seconde. Donc, je me dis, c'est fou, ça va vite aussi. Enfin, ça va à la fois vite et pas vite, mais bon, on va se concentrer sur ce fait que ça aille vite. Oui, mais on est dans une période de changement qui est rude par moment, mais qui est passionnante et surtout, on voit les évolutions, assez rapidement, tu le dis, et c'est chouette. C'est chouette. Ne serait-ce que le terme féministe, tu vois, je me rappelle, c'était encore un gros mot à l'époque. Oui. Vers 2014-2015. On est un peu dans notre sphère de personnes qui sont impliquées et tout ça, et je pense que c'est pas la réalité, mais bon, en tout cas, feel good. Si, les gens qui écoutent la leçon, c'est des gens super, qui sont ouverts d'esprit, hommes et femmes. Bon, je suis bien d'accord avec toi et je suis contente d'avoir pu éclaircir ce point-là. Je te remercie beaucoup, Sophie, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Je tire de cet épisode qu'il faut écouter son intuition, bosser très dur, et que les périodes de transition parfois sont longues et ingrates, mais que ça mène à de jolies choses. Bonne journée et un gros merde pour la sortie de ton nouveau roman. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.